Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Et merci d'être mon invitée franc-parler dans un instant pour évoquer votre dernier essai. L'avenir, c'est l'esprit public. Au Seuil, vous puisez dans notre histoire, l'Antiquité, la Révolution, ce concept d'esprit public qui fait primer le bien commun sur la logique de marché. Et vous faites d'ailleurs des propositions très innovantes, comme la sécurité sociale de l'alimentation. Bref, un programme pour la gauche rassemblée en 2027. L'invitation d'Hélène Bonduel, interview juste après. Si on vous invite Clémentine Autain, c'est pour évoquer avec vous l'esprit public, celui que vous défendez dans votre dernier ouvrage. Fermeture de classes, désindustrialisation, crise du logement ou dérèglement climatique. Vous vous êtes appuyé sur la tournée des besoins de votre circonscription en Seine-Saint-Denis pour dénoncer un manque de services publics criant. Une société où on a l'impression que plus rien ne marche, cette asphyxie, elle est liée à la marchandisation du monde. Ancienne députée insoumise, vous avez rejoint les écologistes en juillet dernier et dans ce livre programmatique, vous ambitionnez de fédérer les classes populaires rurales et urbaines grâce à une mise en commun de l'économie qui respecterait la planète. Et une idée vous inspire, la sécurité sociale de l'alimentation, basée sur celle de la santé, un accès à l'alimentation saine pour tous. Je prends des oranges, je vais prendre des avocats aussi. Ça coûte cher, mais je peux me le permettre avec ce que j'ai dans mon budget. L'idée est testée à Lyon avec un collectif d'habitants. Chacun paye en fonction de ses moyens et tout le monde reçoit la même somme. Francis Massamba est bénéficiaire de cette caisse alimentaire. Ici, j'ai le choix de prendre ce que je veux et je sens que j'ai quand même de l'importance dans la société. Mais l'esprit public ne peut exister sans moyens. Vous avancez une piste, ce sont les impôts, mais pas n'importe lesquels. Ceux que vous avez défendus à l'Assemblée avec le nouveau Front populaire, la taxe Zuckman, inspirée de l'économiste du même nom. C'est de s'assurer que les milliardaires mondiaux, il y en a à peu près 3000, payent en impôts chaque année l'équivalent d'au moins 2% de leur fortune. Mais au moment où l'on parle d'efforts de guerre, ce programme social que vous nous présentez, Clémentine Autain, est-il vraiment envisageable ? Et bienvenue sur ce plateau, Clémentine Autain. Bonsoir. Avant de répondre à la question d'Hélène Bonduel, dans ce sujet qui rassemble bien la philosophie de cette réflexion, partons des points de départ. C'est une forme de rage de l'élu que vous êtes en Seine-Saint-Denis, impuissante face au délabrement des services publics et aussi de vos administrés qui n'en peuvent plus, des urgences saturées, des transports défaillants, des classes fermées. Vous dites qu'il y a une forme de saturation des Français face à l'État qui ne protège plus. Oui, j'ai observé en Seine-Saint-Denis, mais aussi un peu partout en France, un état d'asphyxie, en fait, le sentiment que plus rien ne marche et la débrouille qui s'installe face à un état des services publics qui ne permettent pas au quotidien de satisfaire des besoins assez essentiels. Je vous prends un ou deux exemples, mais un des moments de rage pour moi, c'est par exemple quand je reçois une femme qui est victime de violences conjugales, qui veut partir là, maintenant, de chez elle. Et c'est impossible, elle a appelé le 115, j'appelle moi-même la préfecture et en fait, il n'y a pas de place d'hébergement. Et donc, je vais la renvoyer chez elle en prenant le risque que cette fois-là, peut-être que son mari va avoir le coup fatal. Mais c'est vrai aussi de la maman d'Adam, par exemple, qui est là avec son enfant atteint d'autisme et qui, parce qu'il y a un manquement, enfin une absence en fait à la mairie, à la municipalité, elle ne peut pas inscrire son enfant pour les vacances. Et du coup, elle se retrouve 2 mois avec son enfant qui est atteint d'autisme parce qu'il n'y a pas eu de remplaçant dans cette mairie. Donc ce que je veux dire, c'est que les choix en haut, ceux qui ont dilapidé l'esprit public au sommet de l'État, en fait, tout cela se retrouve en chaîne, aussi bien aussi dans le RERB où une femme me dit, encore une femme, j'ai pris, je pense ce soir des exemples de femmes, il y a aussi plein d'hommes, mais je pense à cette femme où on est serré comme des sardines dans le RERB qui est encore en retard et où elle me regarde, elle pleure, je lui tends un mouchoir et elle me dit, mais en fait, je vais encore arriver en retard à la crèche pour aller chercher mon petit qui a 2 ans. Alors la faute à qui avec ce modèle social dont on a souvent dit que d'autres nous l'envient, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de failles aujourd'hui. Oui, en fait, ce sont depuis les années 80 une fable qu'on nous a racontée, que le modèle néolibéral allait nous apporter de la prospérité, qu'on allait pouvoir privatiser, ça allait être formidable. Et d'ailleurs, on voit le résultat, puisque la privatisation du rail
en Grande-Bretagne, qui a été Thatcher le modèle, qui a inspiré toutes ces politiques néolibérales, en particulier en Europe, eh bien, ça aboutit à de la détérioration du service, des accidents, des retards, à tel point que là, tout récemment, on a renationalisé en Grande-Bretagne. Mais c'est vrai en France sur plein de services, d'entreprises qui ont été privatisées, et aussi la désindustrialisation, par exemple, où l'État est incapable d'être celui qui organise et qui planifie. Il reste aujourd'hui les bras ballants totalement devant ces plans de licenciement. Il y en a 300 aujourd'hui et on a l'impression qu'il ne sait rien faire, qu'il ne sait pas utiliser les leviers à sa disposition des aides publiques, les leviers de l'investissement, et dans la transition écologique, il y a vraiment de quoi faire de manière très forte pour avoir une industrie et de la souveraineté pour nous-mêmes. Mais en même temps, tous ces mots-là, souveraineté, réindustrialisation, quoi qu'il en coûte, vous voyez bien qu'ils reviennent dans l'agenda politique et aussi dans les politiques publiques. Est-ce que, au fond, ce dogme que vous dénoncez, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et pas seulement à gauche, y compris, on le voit, à droite ou au centre. Est-ce qu'au fond, ce que vous dénoncez n'est pas déjà dénoncé par tous? Non, le quoi qu'il en coûte a été une petite parenthèse au moment du Covid, mais plus globalement, quand vous prenez, il y a eu des efforts au moment du Covid, je ne veux pas les nier, mais quand vous prenez sur une échelle de long cours, et notamment les années Macron, ce qu'on observe, c'est que le quoi qu'il en coûte, il est pour le sommet. Les grands groupes économiques, les hyper riches, qui eux se sont gavés de politique publique, et la fameuse politique de l'offre, en nous expliquant que ça allait ruisseler, mais en réalité, on a dilapidé l'argent public au profit des plus fortunés de notre pays et des grands groupes économiques. Vous avez beaucoup de passages et de chapitres sur la question de la justice fiscale. On s'imagine bien que pour retrouver ce nous dont vous parlez, on a perdu le nous, non pas le nous identitaire, mais le nous solidaire. Il faut raviver ce que vous appelez l'esprit public. On a des déficits abyssaux et une dette qui explose. Comment faites-vous, très concrètement, à l'heure où il faut aussi faire des efforts pour réarmer notre défense? Alors d'abord, peut-être définir l'esprit public. Et en le définissant, vous allez voir que c'est très concret. D'abord, c'est une économie du partage, de la mise en commun qui respecte la planète. Ensuite, c'est un État stratège qui organise, qui planifie dans le temps la satisfaction de nos besoins. Et enfin, c'est la démocratie qui est, par les temps qui courent, malheureusement très malmenée. Donc, une fois qu'on réhabilite cet esprit public, eh bien, on se donne les moyens, par l'outil fiscal, par la fin des aides publiques qui nous coûtent des milliards, mais vraiment des milliards et des milliards et des milliards. Vous parlez de la fameuse politique de l'offre. La politique de l'offre, mais c'est-à-dire qui sont donnés à des grandes entreprises sans aucune contrepartie. Donc là, il n'y a pas d'État stratège. Et si vous faites une grande réforme de la fiscalité en taxant, comme nous le proposons déjà, pour donner peut-être une idée des choses, la taxe Zuckman dont on parlait tout à l'heure. 1800 contribuables. 1800 contribuables, vous les taxez à 2% de leur patrimoine et vous obtenez entre 15 et 25 milliards d'euros dans les caisses publiques. Donc en réalité, si on partage les richesses, on a des moyens d'investir. Et elle a été d'ailleurs votée à l'Assemblée nationale, on verra ce qu'il en est elle sera au Sénat le 12 juin dans la niche parlementaire des écologistes, et j'aimerais que les macronistes se positionnent là-dessus. Comment expliquer aujourd'hui, avec tous les efforts qui sont demandés aux Français, que les hyper riches vont continuer à payer moins d'impôts que la moyenne des Français? La moyenne des Français, si vous prenez toutes les contributions, c'est-à-dire l'impôt, évidemment la fiscalité classique, l'impôt sur le revenu, mais aussi les taxes comme la TVA ou les cotisations sociales, vous prenez tout ça. La moyenne des Français, c'est 27% d'impôts. Alors que la moyenne des Français, c'est 50% d'impôts, excusez-moi, et les hyper riches, c'est 27%. Donc 27-50. Il y a un problème d'équité devant l'impôt. C'est clair, la question de la taxe Zuckman sera soumise, on verra, à ce Parlement son devenir. Je voudrais que vous nous parliez d'une disposition phare qui est expérimentée, d'ailleurs, sur le territoire français, la sécurité sociale de l'alimentation, une sorte de carte vitale. Comment ça marche? Oui, alors j'arrive à cette proposition parce que je trouve que c'est une de celles qui dit le plus la société dans laquelle j'ai envie de vivre. C'est vraiment la logique de l'universalité, c'est la satisfaction d'un besoin fondamental, bien se nourrir. Donc l'idée, c'est d'avoir une carte vitale
et on crée une nouvelle branche de la sécurité sociale. Et donc vous allez dans des endroits pour acheter, soit directement chez le producteur, soit dans des enseignes où il y a des produits qu'on estime de qualité. Quand je dis on, ce sont des collectifs citoyens locaux qui déterminent quels sont ces lieux, qui sont aussi des lieux qui font du circuit court, qui sont vertueux sur le plan de la santé et sur le plan de la santé, qualité nutritionnelle, mais aussi vertueux sur le plan écologique. Et donc, chacun mettra en fonction de ses moyens et tout le monde recevra la même somme. Alors, ce qui est proposé souvent, c'est une somme de 150 €, mais tout cela est pour l'instant à l'état d'une grande idée. Pour le moment. Mais c'est expérimenté. Je cite d'ailleurs Paul Éluard, cette phrase que j'aime beaucoup en début de mon livre. Et un autre monde est possible et il est déjà dans celui-là. Et la sécurité sociale de l'alimentation, c'est ça, puisque nous avons des caisses alimentaires qui se développent, mais vraiment aux quatre coins de la France, qui expérimentent cette logique qui est très loin de celle du chèque. Vous voyez, c'est pas du tout on donne un chèque aux pauvres, c'est au contraire, tout le monde fait cet effort démocratique et cet effort de solidarité pour changer aussi la situation de nos paysans en France, puisque vous savez qu'ils sont dans une situation d'appauvrissement inacceptable. Et donc pour cela, il faut qu'on ait un circuit vertueux qui leur permet à eux de vivre dignement de leur travail et à nous de mieux manger. Avançons. D'ailleurs, je renvoie à un excellent magazine d'Hélène Bonduel sur cette expérimentation de sécurité sociale alimentaire prochainement sur notre antenne. Vous parlez aussi beaucoup de démocratie et des moyens de la réactiver. Je voudrais vous interroger sur la progression de ce qu'on appelle maintenant les démocraties illibérales, conservatrices un peu partout sur la planète. Trump, Milei, Orban, Mélanie, comment vous analysez leur succès démocratique? Ça doit forcément interpeller la gauche. Bien sûr, matin, midi et soir. Je pense que justement toutes ces politiques qui ont détricoté les solidarités, qui ont renvoyé à la débrouille et qui ont fait du tout marché, tout est devenu marchandise, je pense que ça crée du repli. Et ce repli, l'extrême droite a su l'exploiter. Voilà. Maintenant, l'antidote, c'est d'être capable de donner à voir un autre choix de civilisation. Je pense qu'on en est là. C'est un choix de civilisation. Eux veulent le tout marché, la prédation, le déni climatique. Eux veulent la protection aussi. La protection de quoi? De leurs citoyens. Mais ils ne les protègent pas. La protection commerciale de leurs produits. C'est ce que fait Trump. On n'est plus uniquement dans la dérégulation et la mondialisation heureuse. Oui, mais quand je vous dis tout marché, c'est quand même la logique de marché qui l'emporte. Ils sont dans une logique de marché. Le leur. D'ailleurs, ce qu'ils font de l'État est un symptôme terrifiant. Quand ils ont fait à Washington, vous savez, ce grand raout avec tous ces illibéraux à l'échelle internationale, ce qui est sorti très clairement, c'est que l'État était leur première bête noire. Donc nous, face à cela, ce qu'on dit, c'est justement, nous, on veut l'État stratège. On ne veut pas la marchandisation de tout, on ne veut pas la loi du plus fort, on veut le partage et la solidarité. Je vous assure que nous en sommes là. Nous sommes l'antidote à gauche, à condition évidemment de faire une proposition rassemblée et claire sur ce choix de Dernière question d'actualité rapidement. D'ailleurs, quand vous voyez Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen qui sont invités en Israël à un colloque contre l'antisémitisme à Jérusalem en présence de Benjamin Netanyahou, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que c'est l'étape ultime de la dédiabolisation du RN? Écoutez, allez... soutenir Israël aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça va dédiaboliser normalement. Si on est raisonnable, je veux dire, Benjamin Netanyahou participe de cette internationale néofasciste et commet un génocide à Gaza qui est ce mot est contesté, vous l'assumez, mais il n'est pas employé par la Cour pénale internationale. Il est employé, les risques génocidaires, puis maintenant ce qui est en train de se passer relève d'une volonté d'extermination des Palestiniens. Et ça, je pense que les rapports internationaux sont très forts là-dessus. Et moi, je n'ai pas utilisé très vite ce terme-là, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons donne à voir en tout cas une logique qui est une logique de ce type-là d'extermination. Absolument. En tout cas, la guerre a repris de façon extrêmement meurtrière pour le peuple palestinien gazaoui. Sur la montée de l'antisémitisme en France, au lendemain de l'agression du rabbin d'Orléans, diriez-vous, comme Gérald Darmanin l'a dit tout à l'heure dans l'hémicycle, en vous citant d'ailleurs, en expliquant que vous avez ouvert les yeux sur Jean-Luc Mélenchon, diriez-vous comme lui qu'il n'est pas à la hauteur du moment? Ah oui, je pense que dans cette séquence avec l'affiche Hanouna, il y a à l'évidence une erreur qui est commise. Et comme je dis souvent, errare humanum est, perseverare
diabolicum. Donc je pense La gauche que peut gagner sans lui. la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un leader populaire, est précisément aussi de faire un travail d'éducation populaire. Et sur l'antisémitisme, vous savez, c'est notre histoire à gauche. On est né aussi de cette affaire Dreyfus. Et donc moi, j'en pleurerais de voir la télé quand je l'allume aujourd'hui et de voir toute la gauche mise dans un sac comme si c'était là que se jouait l'antisémitisme. On le sait que l'antisémitisme, son ancrage, c'est à l'extrême droite et à droite. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, parmi ses sympathisants et ses électeurs. Donc faisons très attention à ne pas inverser la réalité des principes. Eux veulent la guerre des identités, nous voulons l'égalité. Merci beaucoup Clémentine Autain. L'avenir, c'est l'esprit public, c'est à lire au Seuil. C'est rare des députés qui sont aussi des intellectuels au cours de leur mandat. Merci à vous. Merci à vous. Vous étiez d'ailleurs au Rassemblement pour Boualem-Sansal tout à l'heure? Pas tout à l'heure, je ne pouvais pas, mais, on va en parler. En tout cas, c'est terrifiant ce qui lui arrive. Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités.